Tu dramatises. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ainsi qu'il a répondu, sans lever la voix, sans même me regarder vraiment. Une phrase plate, presque lassée. Comme si ce que je venais de découvrir n'était qu'un malentendu de plus à balayer. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai su d'une manière irrévocable. Il ne s'agissait pas d'un détail. Il ne s'agissait pas d'une erreur. Il menait une vie parallèle. Et il l'avait fait dans le silence, pendant des années. La scène était banale, trop banale pour ce qu'elle contenait. Nous étions assis dans le salon, la lumière déjà basse, cette lumière de fin de journée qui rend tout plus doux qu'il ne devrait l'être. Sur la table, quelques papiers. Rien d'explosif, pas de photos compromettantes, pas de messages criants. Juste assez pour que les pièces s'assemblent enfin. Je n'avais pas cherché à fouiller. Je n'étais pas partie en chasse. Ce que j'avais découvert s'était imposé à moi, presque par hasard. Une information contredisant une autre. Une adresse que je ne connaissais pas. Un nom que j'avais déjà entendu, sans jamais y prêter attention. Pris séparément, ces éléments ne signifiaient rien. Ensemble, ils dessinaient un autre monde. Chaud, quand je lui ai demandé des explications, il a soupiré. Ce soupir m'a fait plus mal que n'importe quel aveu. Il contenait tout, l'agacement, la certitude d'avoir toujours maîtrisé la situation, et cette conviction profonde que je n'étais pas censé comprendre. Que je n'étais pas censé voir. Il a commencé à parler, lentement, prudemment. Il a expliqué que tout cela était plus compliqué que ce que j'imaginais. Qu'il y avait des contextes, des raisons, des choses qu'il avait faites pour préserver l'équilibre, pour éviter les conflits. Pour protéger tout le monde, disait Aïl. Toujours ce mot. Protéger. Je l'écoutais, mais quelque chose en moi s'était déjà déplacé. Je n'entendais plus ses justifications. Je voyais défiler des années, des absences expliquées trop vite, des week-ends où il se disait être ailleurs, des silences que j'avais interprétés comme de la fatigue. Tout prenait soudain une cohérence glaçante. Il ne s'agissait pas seulement d'une autre relation, d'un secret affectif. C'était une organisation, une autre vie avec ses habitudes, ses choix, ses engagements. Une vie construite en parallèle de la mienne, sans que je n'en sois jamais informée. Et ce qui me frappait le plus, ce n'était pas l'existence de cette vie cachée. C'était la facilité avec laquelle il l'avait maintenue. Je me suis sentie étrangement calme, pas encore blessée, pas encore en colère, juste lucide, comme si mon esprit avait enfin cessé de lutter contre quelque chose qu'il savait depuis longtemps. Cette sensation était presque physique. Un poids qui se déplace, une vérité qui cesse de résister. Je lui ai demandé depuis quand. Il a hésité. Une fraction de seconde. Puis il a répondu vaguement. Longtemps. Peut-être trop longtemps pour être mesuré en années. Cette réponse floue m'a fait l'effet d'un aveu complet. Elle disait tout ce qu'il ne disait pas. Je me suis alors rendu compte d'une chose essentielle. Ce que je découvrais n'était pas seulement une trahison intime. C'était une dépossession. On m'avait retiré le droit de comprendre ma propre vie. Le droit de consentir. Le droit de choisir en connaissance de cause. J'avais vécu dans une histoire amputée, tandis qu'une autre se déroulait hors de mon champ de vision. Je me suis entendu lui demander pourquoi. Pas pourquoi il avait aimé ailleurs. Pourquoi il avait choisi de me maintenir dans l'ignorance. Il m'a répondu que je n'aurais pas supporté. Que cela aurait tout détruit. Qu'il valait mieux que je ne sache pas. Cette réponse, je l'avais déjà entendue, sous d'autres formes, à d'autres moments de ma vie. Elle avait toujours servi à justifier mon exclusion. À cet instant, la douleur est arrivée. Pas brutale. Profonde. Une douleur liée à la perte de quelque chose d'irremplaçable. La confiance dans le récit que je m'étais fait de ma propre existence. Je comprenais que je n'avais pas seulement été trompée. J'avais été tenue à l'écart, méthodiquement, pour que tout fonctionne sans moi. Je me suis levée lentement. Je me souviens du bruit de la chaise sur le sol. Il a continué à parler, à expliquer, à minimiser. Je n'écoutais plus. Je regardais cette pièce, ces murs, cette vie que je croyais connaître. Et je voyais désormais ce qu'elle avait toujours contenu. Un vide, organisé, entretenu par mon silence. Tout, je n'avais pas encore de questions précises, pas encore de plan. Mais une certitude s'imposait, froide et claire.
Je ne vivais pas dans une erreur passagère. Je vivais dans un mensonge structuré. Un mensonge qui avait permis à un homme de mener 2 existences pendant que je n'en vivais qu'une seule, incomplète. Il menait une vie parallèle, en secret. Et ce secret n'était pas un accident. C'était un système. À partir de ce moment-là, je n'étais plus disposée à continuer sans comprendre. Même si la vérité promettait d'être douloureuse. Même si elle devait tout bouleverser. Car ce que je venais de perdre ce soir-là, ce n'était pas seulement un mari. C'était l'illusion que je savais qui j'étais et dans quelle histoire je vivais. Avant cette révélation, ma vie avait l'allure d'un récit continu, sans aspérité apparente. Rien d'extraordinaire, mais une stabilité que je prenais pour acquise. Nous avions construit un quotidien réglé, presque rassurant, où chaque chose semblait à sa place. Je croyais connaître le rythme de nos jours, la logique de ses absences, la nature de ses silences. Tout avait une explication acceptable, ou du moins suffisante, pour ne pas être remise en cause. Je l'avais rencontré à une époque où l'on parlait encore longuement de soi. Il racontait ses projets avec assurance, ses doutes avec pudeur. J'aimais cette manière qu'il avait de garder une part de réserve que je confondais avec de la profondeur. Je me sentais choisie, incluse dans une trajectoire commune. Cette sensation m'a porté longtemps. Les années ont installé une confiance tranquille. Nous ne ressentions plus le besoin de tout détailler. Je voyais cela comme une preuve de maturité. On ne se raconte plus chaque minute quand on partage une vie. On devine, on anticipe, on accepte. Du moins, c'est ce que je croyais. Je ne voyais pas que cette confiance devenait peu à peu une habitude à sens unique. Je me souviens d'avoir souvent adapté mes attentes. Ce n'était pas un renoncement conscient, plutôt un ajustement permanent. Je mettais de côté certaines questions, certains désirs, parce que le moment n'était jamais tout à fait opportun. Il semblait occupé, préoccupé, absorbé par des obligations que je respectais. Je pensais faire preuve de compréhension. En réalité, je me rendais disponible à son monde sans jamais exiger qu'il s'ouvre pleinement au mien. La vie d'avant était faite de scènes ordinaires. Des repas pris ensemble, des décisions pratiques, des projets évoqués sans être approfondis. Il gérait beaucoup de choses. Je le laissais faire. Non par désintérêt, mais parce que je croyais que c'était plus simple ainsi. Il avait l'air sûr de lui. Moi, je me sentais rassurée de ne pas tout porter. Avec le temps, certains détails auraient pu m'interpeller. Des changements d'horaire fréquents, des lieux que je ne connaissais pas, des relations évoquées rapidement, sans contexte. Mais je n'insistais pas. Je me disais que la vie moderne est complexe, que chacun a droit à ses zones privées. Je confondais le respect avec l'effacement. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai souvent interprété mes intuitions comme des inquiétudes inutiles. Quand un malaise apparaissait, je le neutralisais moi-même. Je me disais que je devenais méfiante sans raison, que l'âge rend parfois trop attentive aux signes. Je préférais douter de moi que de remettre en question l'équilibre que nous avions mis tant de temps à construire. Il y avait pourtant des moments de bonheur réel, des rires sincères, des souvenirs partagés, une complicité par endroits, et c'est cela qui rend aujourd'hui le souvenir si trouble. Parce que cette vie d'avant n'était pas entièrement fausse. Elle était incomplète. Elle coexistait avec une autre réalité dont j'ignorais l'existence. Je comprends maintenant que cette coexistence était possible parce que j'occupais une place précise, celle de la femme qui ne demande pas trop. Qui comprend, sans qu'on lui explique. Qui accepte sans vérifier. Cette posture m'a longtemps semblé vertueuse. Elle était en réalité indispensable au maintien du secret. La vie d'avant reposait sur un récit dont je n'avais qu'une version. Une version cohérente, rassurante, mais amputée. Je vivais dans une histoire racontée avec soin, où les zones d'ombre étaient présentées comme des détails insignifiants. Et moi, je m'en contentais, persuadée que l'essentiel était là. Quand je repense à cette période, je ne me juge pas avec dureté. J'étais fidèle à ce que je croyais être l'amour durable, un espace de compromis, de patience, de confiance. Je n'imaginais pas que cette conception puisse être utilisée pour me tenir à l'écart d'une vérité fondamentale. La vie d'avant n'était donc pas une illusion totale. C'était une construction partielle, solide en apparence, mais fondée sur une asymétrie profonde. Je donnais une confiance entière. Je recevais une vérité fragmentée. Et cette différence, longtemps invisible, allait bientôt devenir impossible à ignorer.
Avec le recul, je peux désormais les nommer. À l'époque, je ne le faisais pas. Je les ressentais sans les comprendre, comme de petites griffures invisibles qui ne saignent pas, mais finissent par laisser des traces. Les premiers signes de rejet ne sont jamais spectaculaires. Ils se glissent dans le quotidien, s'installent dans les détails et se nourrissent de notre bonne volonté. Tout a commencé par une façon différente de m'écouter. Ou plutôt de ne plus m'écouter vraiment. Je parlais, il répondait à côté. Je faisais une remarque, il la reformulait comme si elle venait de lui. Parfois, il acquiesçait sans lever les yeux, déjà ailleurs. Je me surprenais à interrompre mes propres phrases, convaincu qu'elles n'avaient pas d'importance. Cette autocensure s'est installée sans bruit. Il y avait aussi ces petites phrases, dites sans méchanceté apparente, mais répétées avec une régularité troublante. Tu t'inquiètes trop. Tu vois des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas si grave. Chaque fois, je me sentais un peu ridicule d'avoir posé la question. Chaque fois, je repartais avec l'impression d'avoir exagéré. Ces phrases ne niaient pas seulement mes doutes. Elles déplaçaient le problème. Ce n'était jamais la situation qui était étrange, c'était moi. Progressivement, il a commencé à décider seul de choses qui nous concernaient tous les deux. Ah, des engagements pris sans m'en parler, des changements annoncés après coup. J'ai oublié de t'en parler, disait Taïl. Au début, je le croyais. Puis ces oublis sont devenus trop fréquents pour être accidentels. Pourtant, je continuais à minimiser. Je me disais qu'il était occupé, fatigué, absorbé. Je me souviens très bien de cette sensation de gêne qui m'envahissait quand je posais une question. Comme si je dérangeais. Comme si je rompais un équilibre fragile. Je choisissais mes mots avec soin. Je cherchais le bon moment, le bon ton. Cette vigilance constante m'épuisait, mais je la prenais pour une forme de maturité relationnelle. Je croyais faire preuve de tact. En réalité, je m'effaçais. Lors des réunions familiales ou amicales, quelque chose avait changé aussi. Il parlait davantage, prenait la parole pour nous deux. Quand j'intervenais, il corrigeait un détail, précisait une date, rectifiait une intention. Rien de violent. Mais à chaque correction, je sentais ma version perdre en légitimité. Comme si mon récit avait besoin de sa validation pour exister. Personne ne relevait ses gestes. Moi non plus, ouvertement. Mais je rentrais souvent de ces moments avec un malaise diffus. Une impression de ne plus être exactement à ma place. De devenir une présence secondaire dans ma propre vie. Cette impression, je la repoussais. Je me disais que c'était moi qui vieillissais, qui devenais plus sensible, moins sûr de moi. Il y avait aussi les regards. Pas des regards durs, des regards absents. Quand je parlais de ce qui me préoccupait, ses yeux glissaient ailleurs, vers son téléphone, vers la fenêtre, vers une pensée que je ne partageais pas. Cette absence me faisait plus mal que n'importe quelle remarque. Elle me donnait le sentiment que ce que je vivais n'avait plus assez de poids pour retenir son attention. Peu à peu, j'ai cessé de raconter certaines choses. Mes journées, mes impressions, mes petites joies. Non parce qu'elles avaient disparu, mais parce que je sentais qu'elles n'étaient plus accueillies. Je devenais plus silencieuse, plus prudente. Je croyais protéger notre relation. Je ne voyais pas que ce silence me rendait invisible. Avec le temps, ces petites humiliations ont façonné un terrain favorable au secret. Quand une femme doute d'elle-même, quand sa parole est constamment minimisée, un jour, elle finit par ne plus poser les questions essentielles. Le mensonge n'a alors plus besoin de se défendre. Il circule librement. Je comprends aujourd'hui que ces signes n'étaient pas des maladresses isolées. Ils formaient un système discret, un moyen de me maintenir à distance, sans conflit, sans éclat. De m'habituer à ne pas savoir, à ne pas demander, à ne pas exister pleinement dans la relation. À ce stade, je n'avais encore rien découvert de concret, aucune preuve, aucun aveu. Mais je vivais déjà les conséquences de cette vie parallèle. Je la ressentais dans ma chair, dans cette impression persistante d'être tolérée plutôt qu'associée, de participer sans jamais décider. Ces petites humiliations ne laissaient pas de blessures visibles. Elles n'auraient convaincu personne d'extérieur. Mais elles m'apprenaient, jour après jour, que ma place pouvait être réduite sans que personne ne proteste. Et dans cet espace réduit, le secret trouvait toute la place dont il avait besoin pour continuer à exister. La vérité ne s'est pas imposée comme une scène spectaculaire. Elle est arrivée à pas feutrés, presque honteuse de déranger. Et pourtant, elle a tout déplacé. La goutte d'eau n'a pas été une découverte fracassante.
mais un enchaînement de constats qui, une fois reliés, ne laissait plus aucune échappatoire. Ce jour-là, je cherchais un document précis. Rien d'exceptionnel. Un papier administratif, rangé quelque part dans un dossier que je n'ouvrais jamais. J'ai tiré une chemise, puis une autre. Ce compte des feuilles ont glissé. Parmi elles, une correspondance qui ne m'était pas destinée, mais qui me concernait pourtant directement. Une adresse inconnue. Des dates répétées. Des références croisées. Tout était clair et opaque à la fois. Je me suis assise. J'ai relu, lentement. Je n'étais pas en train d'interpréter. J'étais en train de comprendre. Cette adresse n'était pas une erreur. Elle revenait trop souvent. Elle était liée à des engagements, à des dépenses, à une organisation précise. Une organisation parallèle à la nôtre, et surtout une organisation pensée pour ne jamais croiser mon regard. Quand il est entré dans la pièce, je n'ai rien dit tout de suite. J'avais besoin de voir son visage avant d'entendre sa voix. Je lui ai tendu les papiers. Il les a regardés, puis reposés, sans surprise apparente. Ce détail m'a frappé. Il n'a pas demandé comment je les avais trouvés. Il n'a pas nié, il a simplement dit « Ce n'est pas ce que tu crois ». Cette phrase, je l'avais déjà entendue. Elle avait toujours servi à fermer la discussion. Cette fois, elle n'a rien fermé du tout. Elle a ouvert un gouffre. Je lui ai demandé d'expliquer. Pas de justifier. D'expliquer. Il a parlé de contraintes, de circonstances, de décisions prises pour faciliter les choses. Toujours cette même logique. Agir sans moi pour que tout fonctionne. Choui, je lui ai demandé depuis quand. Il a répondu sans précision. Depuis longtemps. Cette réponse vague m'a fait plus de mal que n'importe quelle date exacte. Elle signifiait que ce système existait depuis assez longtemps pour ne plus être questionné, qu'il faisait partie de sa normalité. Et que mon ignorance en était un élément essentiel. Ce qui m'a bouleversée, ce n'était pas seulement l'existence de cette autre vie. C'était l'injustice froide de la situation. On avait organisé des choix, des déplacements, des engagements, sans jamais me consulter, alors même que leurs conséquences me concernaient. J'avais été maintenue hors champ, volontairement, pour que cette double vie puisse continuer sans friction. Je me suis rendu compte à quel point mes doutes passés avaient été utilisés contre moi. Chaque fois que je posais une question, on me rassurait. Chaque fois que je sentais une incohérence, on me disait que je me trompais. Cette injustice n'était pas un acte isolé. Elle était la conséquence logique d'un long processus de mise à l'écart. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement posé une question essentielle. Pourquoi m'avoir tenu à l'écart de décisions qui engageaient ma vie? Il a répondu qu'il voulait éviter de me faire du mal. Cette réponse m'a glacée. Parce qu'elle transformait mon exclusion en geste protecteur. Parce qu'elle justifiait le mensonge par une fausse bienveillance. À cet instant, quelque chose s'est verrouillé en moi. Je comprenais que ce que je vivais n'était pas une erreur de parcours, mais une structure. Une manière de fonctionner où ma place n'était pas celle d'une partenaire, mais celle d'une spectatrice docile. Et cette prise de conscience m'a donné une clarté douloureuse, mais définitive. Quand il a quitté la pièce, je suis restée seule, avec ses papiers. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. J'étais traversée par une indignation calme. Une indignation qui ne cherchait pas à éclater, mais à se transformer. Je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière, que je ne pourrais plus faire semblant de ne pas voir. Cette goutte d'eau n'a pas provoqué une explosion immédiate. Elle a provoqué un basculement intérieur. Celui d'une femme qui comprend que l'injustice qu'elle subit n'est pas affective seulement, mais existentielle. On ne m'avait pas seulement menti. On m'avait privé de mon droit fondamental à savoir, à choisir, à consentir. Et ce jour-là, sans encore savoir comment ni quand, j'ai pris une décision silencieuse. Je ne serai plus jamais tenue à l'écart de ma propre vie. Après cette découverte, je n'ai pas ressenti l'urgence d'agir. Ce qui m'a envahi d'abord, c'est un besoin profond de silence. Pas un silence vide, mais un silence dense, presque lourd, dans lequel chaque pensée semblait demander à être regardée en face. Je continuais à vivre, à accomplir les gestes ordinaires, mais tout était traversé par une question nouvelle. Comment ai-je pu vivre si longtemps sans voir cela clairement? Les nuits sont devenues des espaces de réflexion involontaires. Je ne dormais pas mal. Je dormais peu. Et dans ces heures immobiles, je revisais ma vie, comme on feuillette un dossier ancien,
page après page. Je ne cherchais pas encore des preuves supplémentaires. Je cherchais des cohérences. Je voulais comprendre non pas ce qu'il avait fait, mais comment cela avait été rendu possible. Je me suis alors regardé sans indulgence excessive, mais sans violence non plus. J'avais aimé. J'avais cru. J'avais choisi la confiance, parfois même quand quelque chose en moi résistait. Je réalisais que cette résistance avait été systématiquement étouffée, non par des cris ou des interdictions, mais par une logique douce et insistante. Ne pas faire de vagues, ne pas compliquer, ne pas fragiliser l'équilibre. Cette logique, je l'avais intégrée. Elle avait guidé mes réactions pendant des années. Chaque doute devenait une inquiétude personnelle. Chaque question se transformait en malaise que je préférais taire. Je croyais faire preuve de maturité, de générosité, de patience. Je découvrais que cette posture avait surtout facilité mon effacement. Il y avait en moi une colère sourde, mais elle n'était pas explosive. Elle se mêlait à une tristesse plus ancienne, plus profonde. La tristesse de comprendre que ma loyauté avait servi de socle à un système qui me maintenait à distance. Cette colère-là ne cherchait pas un coupable immédiat. Elle cherchait une issue. Je me suis surprise à noter des choses. Des phrases entendues au fil des ans. Des décisions prises sans moi. Des moments où j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Sans oser insister. Mettre ces éléments par écrit m'a aidé à sortir de la confusion émotionnelle. Je ne racontais plus une histoire floue. Je constatais une suite de faits. Dans ce travail intérieur, une question revenait sans cesse. Qu'est-ce que j'accepte encore? Et pourquoi? Cette question n'était pas tournée vers lui. Elle était tournée vers moi. Je comprenais que, quoi qu'il ait fait, l'étape suivante dépendait désormais de ma capacité à me positionner autrement. Il y avait aussi la peur. La peur du vide, de la solitude, du bouleversement. La peur de ce que la vérité allait coûter, non seulement à lui, mais à moi. Je ne minimisais pas ces peurs. Je les regardais. Je savais qu'elles faisaient partie du processus, mais je refusais désormais qu'elles décident à ma place. Je priais parfois, non pour effacer la douleur, mais pour rester droite. Pour ne pas transformer cette lucidité nouvelle en amertume. Pour garder une ligne claire entre justice et vengeance. Je sentais confusément que ce que je ferais ensuite devait être construit sur la dignité, pas sur la revanche émotionnelle. Peu à peu, une certitude s'est installée. Elle n'est pas arrivée comme une révélation spectaculaire. Elle s'est posée doucement, mais fermement. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une relation où l'on estimait que je n'avais pas besoin de savoir. Cette phrase, entendue et répétée sous différentes formes, était devenue inacceptable. Je ne cherchais plus à comprendre ses motivations profondes. Elles lui appartenaient. Ce qui m'importait désormais, c'était de reprendre la maîtrise de ma propre vie. De sortir de ce rôle implicite qui faisait de moi une femme présente, mais pas pleinement associée. Aimée, peut-être, mais tenue à l'écart. Cette introspection n'a pas produit de décision immédiate. Elle a produit quelque chose de plus précieux, une stabilité intérieure. Je cessais de me débattre entre le doute et la culpabilité. Je cessais de me demander si j'exagérais. Je savais désormais que ce que je ressentais était légitime, fondé, cohérent. Je comprenais enfin que le véritable enjeu n'était pas la vie parallèle qu'il avait menée, mais celle que moi je n'allais plus accepter de mener. Une vie faite de demi à vérité, de concessions silencieuses, de compréhension à sens unique. Je n'avais pas encore de plan précis. Je n'avais pas encore parlé. Mais intérieurement, quelque chose était définitivement acté. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans l'illusion. J'étais entré dans une phase nouvelle, exigeante, mais irréversible. Et dans ce calme tendu, presque solennel, je savais que la suite ne serait pas guidée par la peur de perdre, mais par la nécessité de me retrouver. À partir du moment où cette stabilité intérieure s'est installée, j'ai cessé d'attendre un signe extérieur. Je savais que rien ne viendrait de lui qui puisse réparer ce qui avait été méthodiquement construit sans moi. Il ne s'agissait plus d'obtenir une explication supplémentaire, ni même des excuses tardives. Il s'agissait de reprendre une place qui m'avait été retirée sans mon consentement. Je n'ai rien annoncé, je n'ai pas menacé, je n'ai pas posé d'ultimatum. J'ai choisi une autre voie, celle de la préparation silencieuse. Pendant des années, mon silence avait servi à maintenir l'ordre établi. Désormais,
il servirait à le transformer. J'ai commencé par les choses concrètes. Les documents. Ceux que je laissais autrefois dans des tiroirs, persuadés qu'ils ne me concernaient pas directement. Je les ai sortis un à un. Contrats, relevés, courriers administratifs, décisions anciennes. Je les ai lus sans précipitation, sans émotion excessive. Je cherchais des faits, pas des preuves affectives. Ce travail m'a permis de reconstituer une chronologie précise, de comprendre quand certaines décisions avaient été prises, et surtout, sans moi. Plus je mettais de l'ordre sur le papier, plus mon esprit se clarifiait. Les chiffres, les dates, les signatures ont cette vertu implacable. Ils ne se justifient pas, ils existent. Ils disent ce qui a été fait, indépendamment des intentions invoquées après coup. J'ai pris rendez-vous avec un notaire. Je me souviens très bien de ce jour-là. Je n'y suis pas allée comme une femme trahie, cherchant réparation morale. J'y suis allée comme une personne qui voulait savoir exactement quels étaient ses droits. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. J'ai exposé des faits, des décisions prises, sans information. Des engagements qui me concernaient directement. Le notaire m'a écouté attentivement, sans jugement. Puis il m'a expliqué, avec une précision presque rassurante, ce qui était possible, ce qui ne l'était pas, et ce qui pouvait être rééquilibré légalement. Cette discussion m'a redonné une forme de solidité. Je n'étais pas en train d'improviser une réaction émotionnelle. Je construisais une réponse structurée, légale, réfléchie. Chaque option était examinée sans précipitation. Je prenais des notes. Je posais des questions. Je redevenais actrice. Dans le même temps, j'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. Ce geste, apparemment banal, a eu pour moi une portée symbolique immense. Il marquait une frontière, une autonomie retrouvée. Non pas pour me cacher, mais pour me sécuriser. Pour ne plus dépendre d'un système qui avait fonctionné trop longtemps sans moi. À la maison, je continuais à agir comme avant. Rien ne trahissait ce qui se préparait. Il a sans doute interprété mon calme comme une résignation. Cette confusion lui appartenait. Pour mon silence n'était plus une absence. Il était une stratégie. Il y a eu des moments de doute. Des soirs où je me demandais si je n'allais pas trop loin. Si tout cela n'était pas excessif pour une histoire déjà ancienne. Puis je repensais à cette vie parallèle, organisée, maintenue, protégée par mon ignorance. Et le doute se dissipait. Ce que je faisais n'était pas une vengeance. C'était une correction. Je travaillais aussi sur moi à même. Sur ma manière de parler, de répondre, de me tenir. Je refusais désormais toute justification inutile. Je ne cherchais plus à être comprise émotionnellement. Je cherchais à être claire. Cette clarté demandait un effort constant. Elle impliquait de renoncer à l'image de la femme conciliante, toujours prête à expliquer, à excuser, à arrondir. Peu à peu, tout était en place. Pas un piège spectaculaire. Pas une révélation brutale. Une série d'actions cohérentes, irréversibles, construites dans le respect du cadre légal. Je savais ce que je demanderais. Je savais ce que je refuserais. Et surtout, je savais ce que je ne tolérerais plus. Être tenu à l'écart de décisions qui engagent ma vie. Quand j'ai refermé le dernier dossier, je n'ai ressenti ni excitation ni peur. J'ai ressenti une forme de calme grave, celui qui précède les décisions importantes. Celui d'une femme qui ne cherche plus à sauver les apparences, mais à se sauver elle-même. La préparation était terminée, il ne restait plus qu'à laisser la réalité suivre son cours. La confrontation n'a pas surgi d'un élan de colère. Elle est venue comme une nécessité, au moment exact où tout était prêt. J'avais attendu que mes démarches soient achevées, que les options soient claires, que mes décisions ne puissent plus être balayées d'un revers de main. Je ne voulais pas d'un échange où l'émotion servirait de diversion. Je voulais un face-à-face, net, posé, irrévocable. Demain, je lui ai demandé de s'asseoir. Pas comme on convoque, mais comme on installe un cadre. Il a compris aussitôt que quelque chose avait changé. Mon ton n'était ni accusateur ni suppliant. Ah, il était calme. Ce calme-là, il ne me l'avait jamais vraiment connu. Il s'est assis, sans plaisanter, sans détour. J'ai commencé par dire que je savais. Pas tout, peut-être, mais assez pour comprendre la structure. Une vie parallèle, organisée dans le temps, protégée par mon ignorance. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas énuméré les détails intimes. Je me suis tenu aux faits. Les adresses, les engagements, les décisions prises sans moi. À mesure que je parlais,
Je voyais son visage se fermer, non par colère, mais par cette stupeur particulière de celui qui découvre que le terrain a changé. Il a tenté de reprendre la main, de dire que ce n'était pas ce que je pensais, que j'exagérais, que j'interprétais. J'ai attendu qu'il se termine. Puis je lui ai dit que je n'étais plus là pour interpréter, que j'avais vérifié, que j'avais compris, et que ce qui me blessait le plus n'était pas l'existence de cette autre vie, mais le système qui m'en avait tenu éloigné pendant des années. Il a parlé de protection, encore, de peur de me perdre, de volonté d'éviter le chaos. Je l'ai laissé parler, puis je lui ai posé une question simple, quitte à donner le droit de décider ce que je pouvais supporter. Cette question l'a arrêté net, parce qu'elle ne demandait pas d'explication. Elle exposait un déséquilibre. Je lui ai expliqué ensuite ce que j'avais fait, les démarches, les consultations, les décisions déjà prises. Je ne cherchais pas à le menacer. Je posais un constat. Ce qui avait été construit dans l'ombre ne pouvait plus continuer dans la lumière. Et je n'étais plus disposée à rester dans un rôle où l'on m'informait après coup. Il a changé de registre. Il a parlé de la famille, des conséquences, du regard des autres. J'ai répondu que les conséquences existaient depuis longtemps, mais qu'elles étaient concentrées sur une seule personne. Moi. Que ce que je faisais maintenant ne créait pas la rupture. Cela la rendait simplement visible et partagée. À un moment, il s'est levé, a fait quelques pas, puis s'est rassis. Ce geste m'a frappé. Il ne cherchait plus à convaincre, il cherchait à comprendre comment il avait perdu l'avantage. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Pendant des décennies, il avait détenu l'information, donc le pouvoir. Et ce pouvoir venait de basculer. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à le punir, que je cherchais à rétablir une vérité et une place, que je ne pouvais plus vivre dans une histoire amputée, que, désormais, toute décision qui me concernerait se ferait avec moi, ou ne se ferait pas. Ce cadre était clair, non négociable. Il a tenté une dernière fois de ramener le passé, les années partagées, les souvenirs, les sacrifices. J'ai écouté, puis j'ai répondu doucement que le passé ne pouvait pas servir d'alibi au présent. Sauf que les années vécues n'autorisaient pas la confiscation de l'avenir. Cette phrase a mis fin à la discussion. Quand le silence est retombé, il n'avait plus la même texture qu'autrefois. Ce n'était plus un silence imposé, ni un silence d'évitement. C'était un silence de fin de cycle. Un silence où chacun mesure ce qui ne reviendra pas. Je suis restée assise après son départ. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une fatigue profonde, mêlée à une solidité nouvelle. Je savais que la suite serait complexe, que les répercussions seraient réelles, mais je savais aussi que je venais de franchir un point de non à retour. Le piège s'était refermé non pas parce que j'avais été plus rusée, mais parce que j'avais cessé d'accepter l'inacceptable. C'est parce que j'avais cessé de confondre amour et effacement. Et dans ce calme grave, presque solennel, j'ai compris que, quoi qu'il advienne désormais, je ne vivrai plus jamais dans l'ombre d'une vie parallèle. Après la confrontation, rien n'a explosé. C'est sans doute ce qui a le plus surpris ceux qui s'attendaient à des cris, des portes claquées, des scènes. Au lieu de cela, il y a eu un glissement lent, presque imperceptible, mais irréversible. Comme si la vérité, une fois dite, avait déplacé le centre de gravité de toute la famille. Les premiers jours ont été marqués par un silence épais. Pas celui de l'évitement, mais celui de la stupeur. Chacun semblait recalculer sa place, ses mots, ses alliances. Je sentais que quelque chose circulait, sans être dit. Des conversations avaient lieu sans moi, puis revenaient sous forme de phrases prudentes, de questions indirectes. On me demandait comment j'allais, mais on évitait soigneusement de me demander ce qui s'était passé. La vérité dérange plus quand elle oblige à prendre position. Peu à peu, les réactions se sont dessinées. Certaines personnes ont choisi la neutralité apparente. Elles parlaient de compréhension, de temps nécessaire, d'apaisement. D'autres ont pris ces nouvelles avant les miennes, comme si l'ordre ancien devait être respecté malgré tout. J'ai observé ces mouvements sans colère. Ils révélaient surtout la force des habitudes et la difficulté à regarder un déséquilibre quand on en a longtemps profité, même passivement. Il y a eu aussi des silences plus tranchants, des proches qui ont cessé d'appeler, des invitations qui se sont espacées. Je devenais, sans l'avoir voulu, celle qui avait mis des mots là où l'on préférait des non à 10, celle qui avait brisé une harmonie fragile. Cette mise à distance faisait mal par moments,
mais elle avait au moins le mérite de la clarté. Je savais désormais sur quels liens reposait l'évitement, et sur lesquels pouvait se construire autre chose. À la maison, la cohabitation s'est transformée en organisation minimale. Nous parlions de ce qui devait être réglé, sans détour ni agressivité. Le reste demeurait suspendu. Il oscillait entre justification tardive et retrait silencieux. Je percevais chez lui une forme de désarroi, parfois même une colère contenue. Non pas tant à cause de ce que j'avais découvert, mais parce que je n'acceptais plus le rôle qu'il m'avait assigné. Et ce qui me frappait le plus, c'était mon propre changement. Je n'étais pas animée par le besoin d'expliquer, de convaincre, de réparer. Cette impulsion ancienne s'était éteinte. Je ne portais plus la responsabilité émotionnelle de tout le monde. Je laissais chacun gérer ce que la vérité venait remuer en lui. Cette posture nouvelle était déroutante, autant pour eux que pour moi. Il y a eu des conversations inattendues, des confidences tardives, des phrases chuchotées, presque honteuses. J'avais toujours trouvé ça étrange. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Ces aveux ne me procuraient pas de satisfaction particulière. Ils confirmaient simplement que le silence avait longtemps servi de colle artificielle. Une colle qui cède dès qu'on la regarde de trop près. L'éclatement familial ne s'est donc pas produit en un jour. Il s'est fait par strates. Des alliances se sont déplacées. Des rôles ont été remis en question. Certains ont tenté de minimiser, de relativiser, de renvoyer dos à dos. Je ne me suis pas défendue. Je savais désormais que me justifier revenait à négocier une place que j'avais déjà reprise. Il y a eu des moments de solitude aiguë. Des soirées où le calme semblait trop vaste. Des souvenirs remontaient, accompagnés d'une question persistante. Fallait-il vraiment en arriver là? Ces doutes ne duraient jamais longtemps. Ils se dissolvaient dès que je repensais à la vie parallèle, organisée, entretenue par mon ignorance. Je comprenais que ce que je vivais n'était pas une conséquence excessive, mais un rééquilibrage tardif. Peu à peu, quelque chose de plus sain a commencé à émerger. Les relations qui subsistaient devenaient plus honnêtes, parfois plus lentes, mais plus justes. On ne me parlait plus comme à quelqu'un qu'il faut ménager, mais comme à une personne capable d'entendre. Cette reconnaissance, même implicite, avait une valeur immense. Je n'étais ni célébrée, ni condamnée unanimement. J'étais simplement sortie du consensus silencieux. Et ce déplacement suffisait à révéler la fragilité de ce qui semblait solide. La famille ne s'était pas brisée à cause de la vérité. Elle se recomposait sous son effet. Dans ce processus, j'apprenais à accepter une chose essentielle. Toutes les relations ne survivent pas à la fin du mensonge. Et celles qui ne survivent pas n'étaient peut-être déjà plus fondées sur le respect, mais sur l'habitude et la peur de déranger. L'éclatement familial n'était donc pas une fin. C'était une transition. Douloureuse, imparfaite, mais nécessaire. Une étape où chacun devait décider s'il préférait la peur, la tranquillité du silence, ou l'inconfort d'une vérité partagée. Moi, j'avais déjà fait mon choix. Quand le tumulte a cessé d'occuper chaque recoin de mes pensées, un espace s'est ouvert. Un espace inhabituel, presque déroutant. Je n'avais plus à surveiller mes mots, ni à anticiper les réactions. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais penser à l'avenir, sans me demander ce qu'il faudrait taire pour préserver l'équilibre. Cette nouvelle vie n'a pas commencé par un grand geste, elle a commencé par des ajustements discrets. Changer le rythme de mes journées. Redécouvrir le plaisir d'un matin sans explication à donner. Marcher seul, longtemps, sans destination précise. Ces moments, simples en apparence, avaient une portée immense. Ils me rendaient à moi à même. J'ai aussi modifié mon rapport aux objets, aux lieux. La maison ne me semblait plus être un territoire figé par des habitudes anciennes. Je l'ai réorganisé lentement, sans brutalité. J'ai déplacé certains meubles, rangé différemment, laissé partir ce qui ne me ressemblait plus. Chaque choix était une affirmation silencieuse, je pouvais décider sans me justifier. Les échanges avec mon mari sont devenus rares, presque techniques. Nous parlions de ce qui devait être réglé, sans détour, sans faux assemblant. Je n'attendais plus de reconnaissance tardive, ni de remords qui répareraient quoi que ce soit. J'avais compris que certaines paroles arrivent trop tard pour avoir un sens. Cette acceptation m'a apporté une paix inattendue. No, la famille, elle aussi, poursuivait sa recomposition. Certains liens se sont distendus naturellement, d'autres se sont révélés plus solides que je ne l'aurais cru. Je ne cherchais plus à maintenir des relations à tout prix.
Donc, je laissais chacun venir à moi avec ce qu'il pouvait offrir, de l'honnêteté ou rien. Cette simplicité nouvelle clarifiait tout. Je me suis autorisée à penser à des projets qui n'avaient rien à voir avec la réparation du passé. Apprendre quelque chose de nouveau. Partir quelques jours seul. Reprendre une activité abandonnée depuis longtemps. Ces envies n'étaient pas des fuites. Elles étaient des extensions naturelles de l'espace intérieur que j'avais reconquis. Il y avait encore des moments de mélancolie. Des souvenirs surgissaient sans prévenir. Des scènes banales, autrefois rassurantes, prenaient une teinte différente. Je ne cherchais plus à les effacer. Je les accueillais comme on accueille des visiteurs de passage. Ils n'avaient plus le pouvoir de m'immobiliser. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué quelque chose de subtil. Mon visage n'était pas plus jeune. Il était plus présent. Mon regard ne cherchait plus l'approbation. Il se tenait droit. Cette image m'a émue profondément. Elle me rappelait que la vérité ne m'avait pas détruite. Elle m'avait rendue plus cohérente. J'ai commencé à poser des limites avec une clarté tranquille. Dire non sans justification interminable. Dire oui sans arrière-à-pensée. Cette posture surprenait parfois. Elle dérangeait ceux qui me connaissaient surtout pour ma capacité à comprendre et à céder. Je n'avais pas perdu ces qualités. Je les choisissais, désormais. Je comprenais aussi que cette nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle n'était pas dirigée contre quelqu'un. Elle était tournée vers moi. Après avoir vécu si longtemps dans une histoire partielle, je découvrais la force d'une existence alignée. Même imparfaite, elle me semblait plus respirable. Je repensais parfois à la vie parallèle qu'il avait menée. Non pour raviver la colère, mais pour mesurer le chemin parcouru. Je voyais clairement ce que j'avais accepté par amour, par habitude, par peur de rompre l'harmonie. Cette relecture n'était pas un procès, c'était un apprentissage tardif, mais libérateur. Cette nouvelle étape n'était pas spectaculaire, elle était faite de constance, de décisions quotidiennes, modestes, mais tenues, de silence assumé. D'une attention, nouvelle portée, à ce qui me faisait. Du bien, sans culpabilité. Et dans cette simplicité retrouvée, je sentais s'installer quelque chose de durable. Une confiance en moi qui ne dépendait plus de l'ignorance, ni du compromis permanent. Je savais que le dernier mot restait à dire. Pas pour clore une histoire, mais pour l'habiter pleinement. J'y arrivais sans hâte, porté par cette certitude calme. En cessant de me taire, je n'avais rien perdu d'essentiel. J'avais, au contraire, ouvert la voie à une vie qui m'appartenait enfin. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne le mesure plus en perte ou en gain. Cette logique-là appartient à une ancienne version de moi à même, celle qui cherchait encore à équilibrer, à compenser, à comprendre pour deux. Ce que j'ai traversé ne se résume pas à une chute suivie d'une remontée. C'est une traversée lente, exigeante, qui m'a obligée à revoir la place que j'occupais dans ma propre vie. Je ne suis plus cette femme qui accepte de ne pas savoir pour préserver une illusion d'harmonie. Je ne suis plus celle qui confond la patience avec l'effacement, ni la loyauté avec le renoncement. La vérité que j'ai découverte n'a pas détruit mon existence. Elle a détruit un mensonge structuré, un système silencieux qui me maintenait dans une position secondaire sans jamais le dire clairement. Je comprends aujourd'hui que la vie parallèle qu'il menait n'était pas seulement une affaire de secret ou de duplicité. Elle révélait surtout une manière de penser la relation, où l'un décide et l'autre s'adapte, où l'information devient un pouvoir et le silence une condition. Cette prise de conscience a été plus douloureuse que la trahison elle-même, parce qu'elle m'a forcé à reconnaître combien longtemps j'avais été tenue à l'écart de décisions fondamentales. Je n'ai pas cherché à réécrire le passé. Je n'ai pas cherché à le salir non plus. Les années vécues existent. Les souvenirs aussi. Certains étaient sincères, d'autres construits sur des omissions. J'ai accepté cette complexité sans chercher à la résoudre complètement. Tout n'a pas besoin d'être clair pour être dépassé. Mais certaines choses doivent être nommées pour ne plus nous gouverner en silence. Avec le recul, je vois que ce parcours m'a appris une vérité simple et inconfortable. Beaucoup de relations tiennent, tant que quelqu'un accepte de porter le poids du non a dit. Quand cette personne cesse de se taire, l'équilibre vacille, et l'on appelle cela une crise. En réalité, il s'agit souvent d'un réajustement tardif, mais nécessaire. Je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas compris mon choix, ni à ceux qui ont préféré détourner le regard. Chacun avance avec ses propres peurs, ses propres compromis.
Moi à même, j'ai longtemps préféré ne pas voir. Je ne peux donc pas exiger des autres ce que je n'ai pas su faire plus tôt. Cette indulgence envers moi à même m'a appris une chose essentielle. La compassion n'exige pas le sacrifice de soi. Je vis désormais dans un rapport plus juste à mon existence. Je ne m'excuse plus d'avoir besoin de comprendre. Je ne minimise plus mes intuitions. Je ne négocie plus ma place dans des décisions qui me concernent. Cette posture nouvelle n'est pas dure, elle est calme, et cette tranquillité est peut-être sa plus grande force. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que j'ai vécu, je ne leur dirais pas de partir, ni de se battre à tout prix. Je leur dirais simplement d'écouter ce que leur silence est en train de construire, de se demander s'ils protègent réellement l'amour ou s'ils protègent surtout le confort des autres, de comprendre qu'il existe un moment précis où se taire revient à disparaître lentement. Il n'y a pas d'âge pour reprendre sa place. Il n'y a pas d'âge pour exiger la vérité. Il n'y a pas d'âge pour refuser une vie racontée à moitié. La dignité n'est pas une récompense accordée par les autres. Max, c'est une décision intérieure, parfois tardive, mais jamais inutile. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas quelle forme prendront les relations qui subsistent. Mais je sais une chose, avec une certitude tranquille. Je ne vivrai plus jamais dans l'ombre d'une histoire parallèle. Je ne me contenterai plus d'un amour qui exige mon ignorance pour fonctionner. Ce dernier mot n'est ni amer ni triomphant. Il est posé, comme une ligne tracée, non pour exclure, mais pour exister pleinement. Et si je devais le résumer en une seule phrase, celle qui m'accompagne désormais comme une vérité ferme et apaisée, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.